l'espace remblayé au niveau de la lagune. Et le BNET a sorti environ 1,2% de cet espace lagunaire qui est remblayé. C'est vrai, c'est une étude qui a été menée en 2017. Mais nous, le CIAPOL, lorsqu'on a pris cette étude, ce qui nous a intrigués et qui nous a interpellés, c'est l'effet du remblayage sur la ville d'Abidjan. Je donne un simple exemple. Vous avez votre corps humain, et puis il y a une plaie qui se dessine sur votre bras, qui a peut-être un petit diamètre de 10 cm, quelque part, et puis on le compare pour pouvoir prendre le corps tout entier. Ah non! Ce bras va pourrir. Et lorsqu'il pourrit, à partir de cette plaie, qui peut être insignifiante par rapport à tout le corps humain, mais c'est une partie de votre bras. Nous, c'est l'image que nous donnons. Le fait de prendre le remblayage autour d'Abidjan est d'une gravité et qu'il ne faut pas laisser. Et il faut prendre le remblayage autour d'Abidjan, et notamment dans les quartiers de Ibuto, Treichville, Port-Boué, Koumassi, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'inondation à Abidjan ne va pas se passer sur une inondation à Jacquesville ou à Songo. Voilà le problème. Et quel est le point qui se pose à ce niveau? C'est des cas de dégradation du milieu lagunaire. On y reviendra tout à l'heure pour voir les impacts. Notre auditeur tout à l'heure demandait, est-ce que tous ces remblayages ont fait l'objet d'études d'impact environnemental et social? J'ai dit non. Et tout à l'heure, les affaires maritimes nous disaient que on donne l'autorisation, vous avez donné l'autorisation. Non. Ils ont donné leur avis. C'est un avis qu'ils ont donné. Parce que même le code maritime, à son article 7, dit que l'autorité maritime administrative, à travers l'administration des affaires maritimes, est chargée notamment de participer à la protection et à la préservation des milieux marins, lagunaires et fluviatiques. C'est une participation qui est demandée. Et de participer également à l'administration du domaine public maritime, lagunaire et fluvial. Quand quelqu'un veut remblayer, il peut aller demander l'avis du ministère des Affaires maritimes, qui peut lui dire, vous pouvez entreprendre votre démarche pour le remblayage, mais ce n'est pas une autorisation. L'autorisation sera donnée lorsqu'une étude d'impact environnemental est faite, validée par tous les ministères concernés, et une fois que le ministre de l'Environnement signe l'arrêté d'autorisation, de validation comment on appelle ça, de cette étude, alors le rapport de cette étude joint à l'arrêté de validation de cette étude d'impact environnemental et l'autorisation donnée par le ministère des Affaires maritimes va faire l'objet d'analyse au niveau de la commission qui valide l'accès à cette activité. Lorsque nous parlons de l'étude d'impact environnemental, c'est à l'étape de projet. Ce n'est pas à la fin qu'on fait l'étude d'impact environnemental. À l'étape de projet d'abord, l'opérateur informe le ministère de l'Environnement pour dire « je vais faire telle activité à tel usage ». Alors, il faut l'ANDE fait les thèmes de référence en venant visiter le site également. Et ensuite, élabore des thèmes de référence qu'il donne à l'opérateur. À lui, il appartient de désigner parmi les 100 cabinets d'expertise environnementale agréés par le ministère de l'Environnement et choisir le cabinet de son choix pour faire cette étude d'impact environnemental. Et lorsque l'étude est validée, alors il peut s'en approprier d'un document d'autorisation du ministre de l'Environnement. Mais certainement qu'on ne connaît pas le contenu d'une étude d'impact environnemental. Parce que ça fait l'analyse du milieu physique, biologique, et tout ce qu'il y a qui est la contenance, la description de tout ce milieu, pour voir toutes ces composantes. Quelqu'un disait tout à l'heure que lorsqu'ils font, comment on appelle ça, ils donnent des papiers d'attribution de terrain à des personnes, les personnes se retrouvent pieds dans l'eau. S'il y avait une étude d'impact environnemental faite au départ, avant l'attribution de ces terrains ne seraient pas validés. Et vous voyez, donc après la validation, il y a même une enquête sociale qui est menée dans l'étude d'impact environnemental. Et le rapport d'enquête sociale, c'est comme une étude d'enquête de Komodo, qui prend l'avis des populations si elles acceptent que le remblayage se fasse ou pas, parce qu'on leur aurait expliqué la dégradation, la modification que ça peut apporter, les impacts significatifs que cela peut apporter. Une fois bien compris, s'ils acceptent, je crois que c'est
un préfet ou bien le préfet qui fait cette étude. Le maire. Et le maire, oui, ailleurs souvent c'est les préfets, ou le maire qui fait faire cette étude. Et ces deux rapports combinés, qui est l'enquête sociale et l'étude technique menée par le cabinet, ensemble, qui permettent de valider l'étude d'impact environnemental et social. Donc vous voyez tout ce parcours. Si ça avait été fait, je vous dis, ici on n'aurait pas eu tout ce problème de remblayage qui pose problème aujourd'hui au niveau d'Abidjan. Okay, donc c'est quelque chose de très délicat. Alors, interroger le ministère de l'Environnement sur cette question, c'est tout à fait normal. Parce que le ministère, les raisons qui ont poussé le ministère de l'Environnement en 2024 à s'opposer et à demander, à introduire une communication en Conseil des ministres pour réévaluer la question de remblayage, excusez-moi, de remblayage, c'est que les raisons semblent l'absence vraiment d'un leadership affirmé sur la question et le manque de clarté des différents textes attribuant la compétence de la gestion de cette matière aux différents ministères en charge des affaires maritimes, de l'environnement et des mines. On se rend compte que vraiment il y a une confusion totale. Quand quelqu'un va au ministère des Affaires maritimes, qu'on lui dit oui, automatiquement il commence à remblayer. Lorsqu'il va au ministère des Mines, qu'on lui donne oui pour pouvoir exploiter la ressource minière qui est le sable, automatiquement il commence le dragage et il commence à exploiter. Ça, avoir l'avis du ministère de l'Environnement. Et qui est un avis très important. Parce que lorsque vous modifiez la lagune, les cas d'inondation, les cas qu'on appelle de pollution, ainsi de suite, sont des choses qui reviennent et qui entraînent, si vous voulez, tous ces phénomènes que nous voyons. Okay. Et puis, pour finir, madame, s'il vous plaît, quand on parle du remblayage, les matériaux utilisés, c'est très important. Il y a trois types. On regarde les matériaux qui sont utilisés dans le remblayage. Celui que nous citons le plus, c'est le remblayage à partir de l'extraction des sédiments et des sables de la lagune pour pouvoir, ou bien de la lagune pour pouvoir combler et gagner du terrain. Mais ce n'est pas que ça seulement. Regardez par derrière ce que vous voyez là, c'est des gravats. C'est-à-dire que des décombres de construction des bâtiments soient démolis. Les gens ramassent ces gravats et commencent à les mettre dans l'eau. Mais ces gravats, madame, il y a la peinture. Il y a des produits chimiques, des solvants dangereux qui couvrent ces matériaux qu'on rejette dans l'eau. Encore pire, dans certaines communes, on remblaye avec les déchets urbains. On apporte les déchets de façon volontaire pour gagner de l'espace. Et une fois que ces déchets soient entassés, je ne parle pas des déchets ménagers, hein, des ordures, là, que d'envoyer ça dans les sites pour que cela soit convoyé sur la décharge de Kosiwa pour gestion, ces déchets sont déversés de façon volontaire dans la lagune et après un comblement, on trouve quelques matériaux meubles qu'on vient pour consolider pour avoir la terre. Vous voyez cet état de choses. S'il y avait une étude d'impact environnemental, on ne peut pas recommander de telles activités. Donc je suis affirmatif en vous disant qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental pour la plupart des remblayages qui ont été effectués. À ma connaissance, il n'y a que 2 cas qui ont été autorisés et qui ont fait une étude d'impact environnemental et social. Oui. Et justement, vous allez poser vos questions. Je vais vous donner la parole, monsieur le directeur. Mais sur la deuxième question du téléspectateur. Oui, il dit pourquoi le CIAPOL, qui est la police de l'environnement, mais justement, nous n'avons pas le lit de l'activité. Nous n'avons pas le lit de l'activité. Ce que nous pouvons faire, c'est de contrôler avec le ministère des Affaires maritimes. Voilà, qui a le lit de cette activité, avec qui nous ne faisons que dénoncer cette activité illégale. Par ceux qui ne respectent pas les règles de l'environnement. Et nous avons dans nos archives le nombre de sites de remblayage illégal. C'est-à-dire que quand nous parlons de sites illégaux, ce sont des sites sans étude d'impact environnemental et social. Et tout, lorsqu'on fait la somme de tous ces remblayages, je vous dis que sur, par exemple, près de 52 sites, il n'y a que 2 traitements qui peuvent être autorisés parce qu'ils ont fait l'objet d'études d'impact environnemental. Donc, tous les autres sites de remblayage sont des sites illégaux. Voilà. Et le CIAPOL ne peut pas l'arrêter parce que ce n'est pas nous qui avons le lit de l'activité. Voilà. Et c'est
c'est ce que je disais tout à l'heure. L'absence de leadership entre les différentes attributions fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un laxisme au niveau de cette activité qui fait que l'activité est menée sans respect des normes environnementales.